Bonjour à tous et à toutes, je vous propose aujourd'hui de parler des études qualitatives en marketing. Elles répondent toutes à la question « Pourquoi ?». À l'agenda des études qualitatives, nous parlerons d'études qualitatives de ces situations d'utilisation. Nous parlerons des méthodes les plus connues des animations de groupe et des entretiens individuels. Il existe aussi d'autres méthodes que nous aborderons, les méthodes par observation. Nous verrons les différentes techniques d'investigation et le guide d'animation. Les outils d'analyse qui permettent d'interpréter les résultats. Et enfin, nous conclurons par les avantages et les limites des études qualitatives. L'étude qualitative est une étude à caractère intensif qui utilise comme procédure de récolte de données une approche ouverte, non directive, permissive et indirecte des personnes interrogées. Le répondant s'exprimant selon 3 niveaux de discours. Le discours socialement acceptable, le dit. Le dit du non-dit, ce que le répondant accepte de dire du non-dit. Et enfin, le discours non acceptable, non dit, qu'il est difficile de collecter. Ces études permettent avant tout d'obtenir des renseignements et visent à approfondir un sujet traité. Le mode d'interrogation est généralement non structuré et le nombre de contacts est relativement peu élevé. L'étude qualitative recherche les causes, les fondements d'un comportement, d'une attitude et d'une perception. Généralement, elles répondent à la question, et on résume ça par un terme, pourquoi ? De plus, leur méthodologie présente des caractéristiques suivantes. Elle part du principe que la réalité n'existe pas, mais que chaque personne a une perception différente de la réalité, possède sa propre perception. Elle s'attache à la fois à mesurer des phénomènes conscients et non conscients. La signification d'un comportement n'est souvent pas immédiatement accessible au comportement lui-même. Et donc on va devoir développer une relation dialectique entre le dit et le non-dit. L'entretien sera donc confié à un spécialiste, un psychosociologue, qui doit développer des compétences particulières pour permettre une large expression des sentiments. Et il utilisera des méthodes issues de la dynamique de groupe ou de la psychosociologie. Il va développer la congruence, l'empathie, l'écoute active et la reformulation. En matière d'utilisation, il y a plusieurs situations dans lesquelles l'étude qualitative se justifie. Qu'il s'agisse d'explorer un marché, reconnaître, explorer un nouveau concept, sélectionner un nouveau concept, réaliser une étude d'image, obtenir des informations dans un secteur où rien n'est connu du problème étudié pour identifier certains comportements, des croyances, opinions, attitudes, des motivations, pour fixer des priorités parmi des comportements et des variables psychosociologiques comme les croyances, les opinions, les attitudes, pour définir le champ d'application d'un problème, filtrer des solutions, rechercher un questionnaire pilote, vérifier si le questionnaire est compris, formulé, bien mémorisé, identifier des dimensions symboliques d'un produit ou des thèmes particulièrement sensibles qu'il est difficile d'investiguer. On peut aussi développer des situations d'approfondissement ou générer des idées. Quelles que soient les situations qu'on l'on veuille analyser, les études qualitatives sont aussi bien adaptées aux situations évaluatives. Le but de l'étude consiste à dégager un matériel suffisant pour prendre une décision, dégager des orientations fiables. Bien sûr, ces études peuvent se réaliser sous forme d'entretien individuel ou d'une discussion de groupe. Comment s'organise la discussion d'une étude qualitative? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il existe une relation dialectique entre le rationnel et le projectif. C'est la raison pour laquelle on va développer la pensée latérale. La pensée latérale consiste, que ce soit lors de discussions de groupe ou lors d'entretiens individuels, de commencer par un ancrage dans le réel. On va partir d'une situation que les gens vivent. Cette situation va permettre ensuite de faire appel à une technique
projective, ce qu'on va appeler la relation dialectique. Et puis on va revenir, on va reformuler le problème lors du passage au réel, on va retester une technique projective, on va ensuite reformuler, on va socialiser le discours, on va utiliser une technique projective, et enfin, ça permettra d'élaborer des recommandations opérationnelles. Comme je vous le disais il y a quelques instants, cette méthode peut être basée sur la communication, à la fois avec des discussions de groupe ou des entretiens individuels. Regardons les méthodes de groupe, c'est-à-dire le moment où l'analyste interroge des répondants, généralement en équipe. Alors nous avons d'abord les discussions de groupe, technique groupe ou focus group. C'est une méthode psychologique, donc il faut rechercher les fondements de la dynamique de groupe et la sociométrie. La technique la plus connue, c'est ce qu'on appelle le groupe classique. Un animateur, éventuellement un système d'observateurs, fait parler librement un petit groupe composé de 8 à 10 personnes, recrutées en fonction d'une thématique analysée pendant 2 heures ou plus. Elle parle d'un problème qui les intéresse tous en tant que consommateurs. Le groupe doit donc trouver en lui-même les idées, les avis développés avec un minimum de sollicitations et de contraintes venant de l'extérieur. Le jeu des interactions et des influences réciproques élargit la réflexion et accroît la productivité du débat. On bénéficie ici d'un choc des idées qui n'existera pas lors d'un entretien individuel. Le groupe apporte une expérience riche et variée. L'animateur, dans ce cas-là, va lancer le débat, s'assurer de la participation de tous, ramener l'entretien sur l'objet, favoriser les interactions, assurer la progression de la discussion. De ce fait, il devra développer des qualités comme faire preuve d'une personnalité ouverte, être capable de rester objectif, posséder de bonnes notions de psychologie et de sciences sociales et être bien informé des finalités du groupe. Il peut être aidé d'un observateur qui note l'origine, qui parle et le contenu des interventions de manière ensuite à pouvoir dépouiller les résultats. Il s'agit ici donc de la discussion de groupe classique. Le mini-groupe lui réunit 4 personnes et a une plus grande facilité de mise en œuvre, une plus grande légèreté. Et évidemment, un petit problème, c'est qu'il y a moins d'expression, mais c'est aussi moins coûteux. Le groupe conflictuel met les expériences de chaque groupe en opposition, par exemple les utilisateurs et non-utilisateurs d'un produit. Le groupe commando va visiter l'environnement lié à la thématique, comme la sortie d'un magasin. On fait parler les gens, dès qu'ils sortent de ce magasin, c'est le groupe in situ. Les groupes de sensibilité, ce sont des panels de consommateurs choisis et entraînés pour répondre à des stimulus. Les groupes de modification de comportement voient les consommateurs privés des produits qu'ils utilisent pour évaluer la valeur que ceux-ci ont à leurs yeux. Inversement, on peut demander au consommateur d'utiliser de façon expérimentale un produit pour voir comment celui-ci s'adapte à un environnement social. Les groupes de créativité partent du postulat que la créativité des individus peut être stimulée par certains exercices de groupe. C'est l'idée 1 plus 1 égale 3. Il y a plus d'idées dans 2 personnes ensemble que chaque personne individuellement. Et ces techniques ont été mises au point par Alex Gordon. Le but de ces séances est de produire un grand nombre d'idées. Le nombre de participants varie entre 6 et 12 et le problème doit être traité de façon assez spécifique que possible et ne pas traiter plus d'un problème à la fois. Il existe encore d'autres méthodes comme les groupes Delphi ou les groupes qualitatifs en ligne. À côté de ces méthodes de groupe, il existe des méthodes individuelles appelées entretiens individuels. Ici, on met 2 personnes en présence, un enquêteur et un répondant. L'entretien ne repose pas sur un questionnaire standardisé, structuré et précis, mais il explore dans les détails les attitudes et les motivations du répondant. Alors, les entretiens, on peut les classer par degré plus ou moins de directivité, du moins directif au plus directif. L'entretien en profondeur, l'interviewé est avisé à développer de façon extensive et dans ses propres termes le thème proposé par le psychologue. Il va donc falloir travailler avec des enquêteurs spécialisés. Dans l'entretien thématique ou l'interview qualitative classique, c'est la technique d'entretien qualitatif la plus utilisée qui se distingue par son caractère moins profond et moins ouvert
que l'entretien en profondeur. Il se déroule sous la forme d'un entonnoir. Nous verrons un exemple tout à l'heure. Généralement, ce groupe dure entre 3/4 d'heure et 1 heure par rapport à l'entretien en profondeur qui dure, lui, en général 2 heures. Nous avons ensuite l'interview qualitative semi-structurée. Elle se caractérise par l'utilisation d'un questionnaire reprenant les thèmes à aborder. La durée varie entre 1 demi-heure et 3/4 d'heure. L'entretien par protocole consiste à interroger l'interviewé dans un premier temps sur ses attitudes face à un produit ou une marque, et puis dans un second temps, de se rendre avec celui-ci dans son point de vente habituel. L'entretien d'accompagnement se situe dans une dynamique particulière. Le psychosociologue accompagne l'interviewé. La personne commente ainsi le trajet réalisé. Elle pose ensuite des questions sur le comportement. L'entretien de famille consiste à interviewer tous les membres d'une même famille par rapport à un discours donné. En général, on ne mélange pas les fratries de niveau de scolarisation différentes. Ce qu'il faut retenir, il existe bien sûr d'autres techniques qui font appel aux étudiants en ligne, les chats, les bulletin boards, les forums, ou qui reposent sur l'observation, l'ethnologie, la linguistique, la sémiologie. La question qui se pose dès qu'on fait un entretien qualitatif par communication, c'est de dire, faut-il choisir les groupes ou les entretiens individuels? Alors, comparons les avantages et inconvénients de chacun. Les groupes, c'est généralement pour une dynamique prospective, chercher les solutions dans l'avenir. On va favoriser la dimension sociale, ça sera beaucoup plus motivationnel, on va travailler sur la motivation, ça sera plus opérationnel, plus rapide que des entretiens individuels. On les utilise pour la créativité, chercher de nouvelles idées, des nouveaux mots, des nouvelles dénominations. On va rechercher la similitude entre les répondants. De préférence, on les utilisera quand il n'y a pas d'expérience dans le domaine d'investigation ou quand le domaine d'investigation est socialement acceptable, le sujet n'est pas tabou, et on va veiller à l'homogénéité des sujets, qu'ils viennent du même groupe social. L'entretien individuel apporte une dimension personnelle liée à un vécu particulier. Ça sera donc une approche individuelle qui permet de travailler les motivations en profondeur. Ça permet aussi de comprendre les phénomènes tels que l'investigation, recherche de la spécificité, différence, expérience dans le domaine d'investigation. Et bien sûr, on peut traiter des sujets beaucoup plus intimes. On veillera à l'hétérogénéité des personnes à interroger. Il n'y a donc pas un bon système, il y a à chaque problématique correspond soit une technique de groupe, soit un entretien individuel. Comme je le disais auparavant, il existe d'autres méthodes que les méthodes par communication. Et c'est le cas notamment de la sémiologie. Alors la sémiologie, c'est un système de signes exprimant des idées et qui est par là comparable à l'écriture, à l'alphabet des sourds-muets, aux rites symboliques, aux formes de politesse, aux signaux militaires, etc. C'est simplement le système le plus important. Dans ce système, on va distinguer sur un objet le signifié, le référent et le signifiant d'un objet. Ainsi, le signifié, c'est ce qui est exprimé par l'objet. Le signifiant, c'est ce qui est perçu. Et le référent, c'est le référent auquel le signe se réfère. Prenons le cas, par exemple, d'une chaise qui se situe près d'un bureau dans une salle de classe. Bien sûr, tout le monde va dire c'est une chaise, mais cette chaise a quelque chose de particulier. C'est une chaise sur laquelle les étudiants ne vont pas s'asseoir. Pourquoi? Parce que c'est une chaise qui fait référence à une personne, c'est la chaise du prof. Alors bien sûr, elle signifie quelque chose, c'était exprimé, mais aussi elle signale que cette chaise est réservée. Ce qui est intéressant dans la sémiologie, c'est que les signes parlent d'eux-mêmes sans qu'il soit nécessaire de les faire varier selon le répondant. Donc la sémiologie part du principe que tout objet ne vaut que par ce qu'il signifie et communique, et donc elle va analyser et faire analyser par les experts les discours de l'objet
sur cet objet, autour de cet objet, par extension, sur un produit, sur un service, sur une marque. Et à tous les moments de sa circulation et de ses phases de développement, l'objet a une signification. Et il n'y aura donc pas d'évaluation par les destinataires des messages. Ce n'est pas nécessaire. C'est ce qui caractérise cette méthode par rapport aux interviews individuelles ou de groupe qui nécessitent une évaluation du répondant. Le postulat, c'est que la structure d'un message n'a pas besoin d'être consciente pour être opératoire. Bien sûr, dans les techniques d'investigation par communication, on va distinguer deux méthodes. Les méthodes qui sont issues de la psychologie, et c'est généralement les techniques projectives, et les méthodes issues de la créativité, les techniques de créativité. Alors, ce sont des méthodes indirectes élaborées par des psychologues et qui permettent d'aborder des aspects moins conscients, mais plus révélateurs des comportements. Évidemment, ce sont des outils d'enquête sophistiqués, il faut savoir ce qu'on fait. Elles ne sont pas adaptées aux études de marché industrielles et elles risquent de déformer les résultats par l'interprétation erronée. Prenons le cas, par exemple, des tests d'association. On peut associer librement des idées, des mots, on peut les contrôler, on peut associer des images. On peut demander aux gens de décrire un test d'expression, de terminer des phrases. Si le produit était un livre, ça serait. Si le produit était un titre de film, ça serait. Si le produit était, etc. Des phylactères, ce qu'on appelle des ballons tests, etc. Toute la difficulté de ces techniques, c'est bien sûr de pouvoir les utiliser et les interpréter. Alors on peut utiliser bien sûr des techniques verbales, des analogies, des adjectivations, c'est-à-dire transformer le produit en adjectif, des expressions, des solutions fantaisies. On peut utiliser des collages ou des photolangages, ou on peut utiliser des techniques d'investigation, par exemple le caddie. On dit voilà, votre produit est dans un caddie, que trouve-t-on à côté de ce produit? Le portrait robot, voici le produit, à quoi ressemblent ses parents, à quoi ressemblent ses enfants. Le rêve éveillé, où on demande à un groupe d'imaginer, de parler du produit, etc. Toutes ces méthodes ont bien sûr des limites. Parmi les techniques d'investigation, voici deux par exemple. Une première qui consiste à demander aux répondants, ici des jeunes, de classer des situations. Ils doivent choisir qui présente et comment cela est présenté. Par exemple, est-ce un jeune, est-ce un garçon, est-ce une fille, est-ce un homme, est-ce une femme, un adulte. Est-ce que la présentation se veut sympathique, illustrative sous forme d'images animées? Est-ce que la présentation doit être très réaliste, par exemple le massacre des dauphins, ou simplement suggérer qu'il y a des massacres? Une autre technique consiste à proposer des sujets, des images en relation avec des thématiques à aborder. Le guide d'animation ou d'entretien se caractérise par une approche en entonnoir. Cette approche en entonnoir signifie que l'on commence généralement par des questions introductives, un thème général, la gamme de produits concernés, la marque, et ensuite de ces questions générales, on va aller de plus en plus vers le particulier des questions impliquantes en introduisant des stimuli spécifiques comme la présentation d'un produit, d'une marque, d'une image publicitaire. Ce qui y est particulièrement intéressant, c'est que ce guide d'animation, c'est une sorte de scénario avec des méthodes directes et indirectes utilisées. C'est la fameuse relation dialectique entre le réel et le projectif. Ce sera plus une checklist à suivre qu'un ordre précis comme dans un questionnaire quantitatif. Et ces structures en entonnoir doivent être gérées par un animateur. On a réalisé ces focus groups, ces interviews individuelles, il convient maintenant d'analyser les résultats. Il existe plusieurs méthodes. La première méthode, la plus simple, la plus simpliste, c'est le résumé. On va dégager les idées principales. Cet outil simple, rapide et économique reste superficiel et n'explicite pas le contenu des informations. Il est donc principalement à déconseiller. On peut ensuite passer dans des méthodes plus
fine. À mi-chemin, entre le résumé et ce qu'on appelle l'analyse de contenu, nous avons l'analyse thématique. L'analyse thématique consiste à regrouper l'information par catégorie. Elle est particulièrement utile dans l'élaboration d'items ou d'un codebook. L'analyse thématique des données qualitatives s'organise selon un processus rigoureux. Souvent, les données analysées se présentent sous forme de matrices chronologiques, évolution du comportement d'achat, par rôle, acheteur, non-acheteur, ou rôle chronologie, rôle groupe, groupement conceptuel, motivation des acheteurs, et même les effets, explication des résultats, comportement des prospects. On peut même avoir une analyse dynamique. Pourquoi l'achat s'est-il produit? Et puis, nous avons l'analyse de contenu. L'analyse de contenu est une analyse relativement intéressante puisque cette méthode vise à l'objectivité des résultats et consiste à travailler sur les éléments significatifs, les éléments qui ont du sens dans une communication. Alors, cette méthode est particulièrement objective, systématique et quantitative. Objective, car elle procède selon des règles suffisamment précises pour que des chercheurs différents travaillant sur des résultats d'une même enquête obtiennent les mêmes résultats. Systématique, tout le contenu est analysé, clarifié, ordonné, trié et intégré dans des catégories choisies en fonction de l'objectif marketing de l'enquête. Et quantitatif, souvent, le chercheur dénombrera les éléments les plus significatifs et estimera leur fréquence. Parfois, il se limitera à rechercher les éléments les plus significatifs ainsi que les erreurs, fautes, particularités verbales et non verbales du discours. Il va notamment s'intéresser à qui parle, pour dire quoi, à qui, comment, avec quel résultat. Bien sûr, à côté de ces trois grands outils d'analyse, on va retrouver d'autres méthodes comme les diagrammes événements-état, les tableaux d'incidents critiques ou les diagrammes causales. Et le schéma ici à droite illustre un diagramme causal qui a pour but de comprendre le fonctionnement des décisions, des choix des parents dans le fait de placer un élève dans un réseau spécifique d'enseignement. Les avantages et les limites des études qualitatives. Il faut être conscient que les études qualitatives ne permettent pas de solutionner tous les problèmes. Elles ne répondront jamais aux questions combien. Ce n'est pas leur rôle. Par contre, l'interview en profondeur et la discussion de groupe permet d'accéder à un tel degré d'information et de compréhension sur tous les aspects d'un problème que, malgré le nombre restreint d'interviews, la recherche garantit la validité des résultats. Ces techniques sont indispensables chaque fois qu'il s'agit de répondre à la question « Pourquoi ?», de comprendre les motivations, le raisonnement d'un individu. Et ces études sont plus rapides et moins coûteuses que les études quantitatives, mais leur conception, leur réalisation et analyse sont particulièrement complexes et exigent de la part des analystes une objectivité stricte. Ça serait une erreur de croire qu'il vaut mieux faire une étude qualitative parce que c'est plus simple et plus rapide. Généralement, c'est beaucoup plus complexe à traiter. Évidemment, on est confronté à l'absence de quantification, mais absence de nombre d'interviews ne signifie pas absence de rigueur scientifique. En fait, ce n'est pas une série de trucs destinés aux incompétents, comme certains ont tendance à vouloir le faire passer, mais c'est plutôt des méthodologies qui exigent de l'intuition et de la rigueur. Le rôle de l'analyste est primordial, tant lors du recueil de l'information, animation de groupe, conduite de l'interview, que lors de l'exploitation de l'information recueillie. En matière de taille d'échantillon, le reproche classique, c'est qu'évidemment, dans une enquête quantitative, on a 300 à 400 personnes. Ici, on se retrouve avec quelques dizaines de personnes. C'est peu, c'est vrai. Mais évidemment, l'objectif d'une étude qualitative, c'est rechercher la saturation de l'information. Donc, on interrogera des personnes jusqu'au moment où les informations concernant la recherche deviendront redondantes. On va interviewer au minimum 30 personnes. Il n'y a pas véritablement de minimum requis, mais l'expérience montre que 30 personnes représentent cependant un minimum. On va veiller à l'hétérogénéité des groupes et à l'homogénéité des participants. À l'intérieur d'un groupe, les participants doivent être homogènes par rapport au sujet traité. Par contre,
Pour répondre au principe de saturation de l'information, il est particulièrement important d'envisager l'ensemble de la problématique en interrogeant des groupes différents et donc hétérogènes entre eux. On va aussi recruter des participants qui ne se connaissent pas et vierges de toute procédure d'enquête. En effet, la familiarité entre les membres d'un groupe nuit à la dynamique du groupe et à la qualité des résultats. De plus, les professionnels de l'interview sont particulièrement dangereux. Ils ne représentent pas la vie du consommateur classique. Il est important aussi de recruter un nombre minimum de participants. Tout ça pour vous dire que les études qualitatives exigent de l'intuition et de la rigueur et que malgré l'absence de quantification, il n'est pas de possibilité de quantifier un comportement, elles apportent une richesse de l'information qui mérite de les solliciter régulièrement.